Rejoignez, bienvenue à cette troisième édition de Empower 21 organisée par la Startup Factory. Donc, on va enchaîner avec le troisième chapitre, 3 des 5 chapitres qui ponctuent donc cette journée. J'aurai le plaisir de vous accompagner pour l'heure et demie qui suit. Un chapitre qui porte un titre qui est d'actualité, qui suit aujourd'hui ces temps que nous sommes en train de vivre, cette année inédite de 2020. Il faut savoir que cette thématique a une relation avec un concept qui est en plein essor, hors Covid, mais surtout aussi avec les besoins qui ont accompagné cette crise Covid-19. Donc le titre arrêté pour ce troisième chapitre, c'est la co-innovation ou co-innover avec les startups comme étant un atout maître pour une résilience des grands groupes dans un environnement incertain. Donc, on l'aura compris, la crise sanitaire marque certainement une étape clé dans le développement des TPE, mais aussi dans la résilience des grandes entreprises, leur agilité, leur flexibilité et aussi leur pouvoir d'adaptation. L'open innovation, ou ce qui consiste en fait à mettre un pont entre les grandes entreprises et les startups pour travailler ensemble. Donc c'est le thème de ce premier talk que je m'apprête à lancer, l'open innovation, quel cadre de confiance en Afrique. Pour animer ce débat et en tout cas enrichir cette discussion, vont se joindre à moi à travers le duplex, Monsieur Papa Amadou Sarr, ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes à la présidence du Sénégal, de la République du Sénégal, également par duplex, Monsieur Abdeslam Alaoui Ismaili, Managing Director de HPS. Alors bonjour messieurs, merci de vous joindre à nous. Bonjour à vous. Donc peut-être qu'on a un petit problème de connexion avec Monsieur le ministre, mais nous commencerons avec vous, Abdeslam Alaoui Ismaili. Selon vous, comment l'open innovation se structure-t-elle entre les grands groupes, bien sûr les administrations d'une part, mais aussi de l'autre part, bien naturellement, les startups? Est-ce que cette structure permet de dépasser les méthodes traditionnelles que l'on connaît de coopération entre ces deux pôles? Très bien. Tout d'abord, je vous remercie de m'inviter à cet événement. Je remercie toutes les équipes qui y participent. Et pour vous répondre, je voudrais tout d'abord faire une petite introduction. On est tous d'accord que l'innovation, c'est la vie de l'entreprise, et celles qui n'innovent pas sont ou seront en difficulté très très vite. L'innovation, c'est tout simplement la monétisation des idées, puisque l'innovation en fait convertit les idées en revenus, et il faut bien avoir ça en tête. Alors, l'innovation a évidemment, de manière générale, comme tout changement, a des freins, la résistance au changement, la prise de risque qui n'est pas forcément quelque chose que l'humain ou que l'entreprise aime, le conservatisme, le doute. Quand on a une idée, il faut toujours trouver un early adopter pour la mettre sur le marché. Et tout ça fait que ça ne se passe pas toujours aussi bien qu'on le veut. Alors, par rapport à l'open innovation et l'open business de manière générale, en fait, il apporte tout aussi bien aux grandes entreprises et aux administrations qu'aux startups. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment dans les deux sens que ça se passe. Et on le voit bien, beaucoup d'études montrent que le plus grand frein à l'innovation est le management ou l'excès de management. Or, les grands groupes et les administrations ne sont que du management. Et donc, c'est là où, en fait, c'est une très belle opportunité pour les grands groupes, pour les administrations, de s'entourer de startups plus agiles qui vont réfléchir out of the box, comme on dit, qui vont bousculer les acquis. Et tout cela va donner un nouveau souffle qui va permettre la création, qui va mettre l'expérience utilisateur au centre de l'entreprise, de l'expérience collaborateur aussi au sens de l'entreprise, qui est très importante pour l'innovation. D'un autre côté, les grandes entreprises et les administrations vont apporter
Un financement sous plusieurs formes que les banques ou les investisseurs conventionnels ne vont pas forcément apporter à ce niveau de maturité des projets des startups. Les entreprises vont apporter de la rigueur dans l'investissement, elles vont apporter de la rigueur dans la planification, on va parler de stratégie go-to-market, enfin, beaucoup de conseils va arriver avec cette open innovation dans ce modèle-là. Donc oui, l'open innovation, excusez-moi, est une alternative aux méthodes d'investissement conventionnelles. Très bien. Alors, donc, nous avons réussi à établir le contact avec Monsieur le ministre Papa Amadou Sarr. Si vous m'entendez, pourriez-vous déjà activer votre caméra, Monsieur le ministre, je vous prie. On tente d'établir le contact. Bon, les aléas de l'adaptation finalement. Parler d'agilité, d'adaptation, bien sûr, cette crise sanitaire fait qu'on doit s'adapter et ne pas, plutôt en tout cas, ne pas rater l'occasion d'avoir des intervenants bien à distance, bien que parfois la technologie nous fait défaut. Est-ce que, en régie, vous pouvez juste me donner un retour si la connexion est établie avec notre invité depuis le Sénégal? D'accord. Donc, le temps que nous réglions ce petit problème technique, j'enchaîne avec vous, Monsieur Alaoui Ismaili. Quel est l'impact aujourd'hui de l'open innovation sur les organisations? Quel est l'impact réel de l'open innovation sur les organisations? Et vous avez parlé d'un point très important, c'est cette nouvelle relation qui s'établit entre le corporate et la start-up. Mais en résultat direct, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Alors, pour l'avoir moi-même exercé ou avoir participé à des exercices de ce type, en fait, pour l'entreprise, cela apporte, comme je le disais tout à l'heure, un son nouveau. Ça permet de découvrir un certain nombre de talents dans l'entreprise. Et il ne faut pas l'oublier que ces mécanismes d'open innovation dans l'entreprise permettent à des gens qui se sentaient un peu rentrer dans les rails ou obéir à certains processus qui sont là depuis des années, en fait, sont vraiment, se découvrent, et tout ceci pour un bénéfice direct pour l'entreprise, en revenus, en fidélisation, et aussi, qui permet aussi, et on en parlera peut-être plus tard dans l'aspect de gestion de cette relation, il faut aussi que l'entreprise se transforme et qu'elle puisse permettre à certains de ses collaborateurs de pouvoir investir, de pouvoir devenir entrepreneur et co-entreprendre avec son employeur. Et ce sont des changements, des transformations qui ne sont pas faciles à faire dans des pays en tout cas comme les nôtres. Mais selon vous, est-ce que c'est une question de moyens ou de ressources pour justement bien opérer cette transition? En fait, je pense que c'est d'abord un sujet de mindset. Je ne pense pas que ce soit un problème de ressources, parce que, somme toute, les ressources qui sont généralement demandées ne sont pas énormes. Et justement, dans l'approche et dans les méthodes qui sont utilisées, qui sont dites agiles, en fait, on va travailler avec des pas très très courts et qui vont nous laisser faire beaucoup d'essais, beaucoup d'expérimentations, sans forcément dépenser beaucoup d'argent. On ne dépensera beaucoup d'argent, on ne passera à des investissements lourds que quand les proof of concept auront été faits, quand le marché aura été testé. Et donc, c'est beaucoup plus un sujet de mindset. Mindset, c'est aussi un sujet de ressources, parce qu'il faut avoir les ressources qui vont avec. C'est plutôt ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on parlait avant de la start-up qui a besoin de la grande entreprise. Est-ce qu'avec l'open innovation, cette tendance a été inversée? C'est plutôt les grandes entreprises, les grands groupes qui ont maintenant besoin des start-up. Et vous le disiez tout à l'heure pour think outside the box, mais pas que.
Absolument. En tout cas, l'entreprise aujourd'hui qui ne fait pas d'open innovation rate quelque chose. C'est clair et c'est mesuré dans d'autres parties ou sous d'autres cieux. L'open innovation ramène beaucoup de bénéfices à l'entreprise qui mène ça. Et bien évidemment, certaines startups en profitent ou en fait jouent le jeu, et c'est très bien ainsi. L'entreprise a besoin des startups aujourd'hui. Et si justement, vous deviez vous adresser, vous êtes manager, n'est-ce pas, à Abdeslam Alaoui Ismaili, si vous deviez vous adresser aux managers par rapport à cette question de l'open innovation et de son importance, que leur diriez-vous? Il y en a qui nous regardent en ce moment même peut-être, donc qu'est-ce que vous Alors, pourriez leur dire? moi, je voudrais dire que, en tout cas pour moi, je suis rassurée quand une start-up présente une vision à court terme, à court et moyen terme, avec des phases de réalisation rapprochées, qui évitent des effets dits tunnels. Donc cela permet en fait à chaque moment de pouvoir vérifier est-ce qu'on est dans dans la bonne démarche, est-ce que nous sommes dans le bon chemin. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'innovation, et ce n'est pas que dans l'open innovation, c'est qu'on invente. Et quand en fait on est dans une démarche de ce type, on ne sait pas où on va. Et donc il faut absolument être dans des processus très très courts pour pouvoir vérifier qu'on avance bien. D'un autre côté, moi je reste convaincue de projets quand on me parle d'un marché qui est conséquent. Or, ça se traduit comment, en tout cas pour nos pays africains, c'est que chaque pays africain reste un petit marché, à part peut-être l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Chacun de ces marchés reste un petit marché. Et donc, pour avoir vraiment des produits et des services qui vont crever les plafonds, il faut absolument, dès le premier jour, avoir une vision au moins africaine. Il faut que nos startups soient ambitieuses, mais pas avec des ambitions démesurées, évidemment. Et sur le troisième sujet qui, pour moi, est très important, je pense que les relations entre les entreprises et les startups doivent être transparentes. Il faut que la confiance soit là. Et ce que je dis toujours aux plus jeunes qui s'approchent de notre entreprise, c'est que nous sommes tous acteurs dans cette confiance, dans la construction dans la construction de cette confiance. Et il faut que le start-upper ou que l'entrepreneur, le jeune entrepreneur soit complètement ouvert, parle de ses problèmes, parle de ses choix et que nous puissions ensemble y arriver. De l'autre côté, l'entrepreneur doit aussi être à l'aise et partager ses contraintes. Les messages sont clairs pour les start-upers ou les startups qui sont à même de négocier peut-être avec une grande entreprise, une collaboration dans ce sens, dans le sens de l'open innovation, ou même une administration pour pouvoir collaborer ensemble. Peut-être, je voudrais aussi revenir sur cette question de confiance aujourd'hui. Qu'entendez-vous par ce concept de confiance? Je veux dire, le titre même de ce talk est quel cadre de confiance en Afrique. Bon, on parle pour le cas du Maroc que vous représentez. Est-ce que vous pensez que cela devrait venir de quelle partie finalement? En fait, la confiance est forcément des deux parties. Et je pense que l'expérience de l'entrepreneur ou de la grande entreprise ou de l'administration, je dirais que c'est de ce côté-là où il faut plus donner pour construire cette confiance. Le start-upper est quelqu'un généralement de jeune, est quelqu'un généralement de fougueux, qui est généralement de vendeur plus qu'il ne faut. Et donc, il faut que l'entreprise ou que le coach soit là pour vraiment le mettre en confiance et lui dire surtout, surtout, surtout à ne pas survendre. Alors, la confiance, que je disais, vient des deux côtés, mais la confiance, en fait, se bâtit à partir de transparence. Et la transparence, c'est éviter tous les malentendus et parler, avoir un standard, avoir une même terminologie, parler que chaque chose veuille dire la même chose pour les deux côtés. Et je pense que
parler, quand on va avoir des sujets techniques, il faut vraiment se baser sur des standards pour que tout le monde se comprenne. Quand on va parler de business plan, que ce business plan soit, je dirais, standard ou en tout cas compréhensible par des gens qui sont dans l'entreprise. Et je dirais que, et je remercie, je tiens à saluer tout le travail qui a été fait par les équipes de la Factory qui ont, entre guillemets, professionnaliser les startups. Quand on voit les startups d'il y a 3-4 ans, comment elles présentaient leurs projets, comment elles arrivaient à avoir les business angels, entre guillemets, et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, que ce soit sur les télés, que ce soit sur des événements comme celui-ci, que ce soit même dans l'entreprise. Moi, je reçois des start-upers qui me proposent des projets. Franchement, on est beaucoup, on y est presque, encore un peu de travail, mais cette confiance, par ce professionnalisme des startups, est quelque chose qui a fait beaucoup de bien à la construction de cette confiance, justement. Quelle que soit la nature finalement de l'entreprise ou de son activité. Pour terminer, Absam Alaoui Absolument, Ismail. absolument, quelle que soit la nature, que ce soit des produits, que ce soit des services, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le transport, que ce soit dans les fintech, les mêmes règles ou les mêmes recettes s'appliquent à tous les secteurs d'activité. Merci beaucoup de vous être joint à nous et d'avoir répondu à nos questions, Absam Alaoui Ismaili. Malheureusement, nous n'avons pas pu établir la connexion avec Papa Amadou Sarr depuis le Sénégal. C'est vraiment dommage. On aurait vraiment apprécié, en tout cas, échanger sur cette question de l'open innovation, notamment en Afrique.